Donc on va parler des modèles de type Uber pour l'industrie électrique. Et vous êtes été assez excités par cette présentation parce que vous êtes tous, bon, la majorité, je sais que ce sont des entrepreneurs ici. Et pour chacun des modèles, vous pouvez lancer un business et faire de l'argent, en gros. Enfin, lancer un business et peut-être faire de l'argent. Alors, si un jour vous suivez un cours sur les marchés de l'énergie, ça c'est le premier graphique qu'on va vous présenter, le marché de l'électricité. C'est la structure d'un marché d'électricité classique. Donc vous avez le marché de gros, hein, ici un marché de gros, wholesale market, dans lequel les producteurs vendent de l'électricité, les gros consommateurs peuvent directement acheter dans le marché de gros, les fournisseurs, hein, des lampiris, hein, on va parler que de lampiris ce soir, hein, parce qu'on a eu le CEO de lampiris qui parlait, des lampiris, il n'y en a qu'un, lampiris, vont ça aux consommateurs finaux. Et l'électricité, c'est une commodité assez spéciale, c'est quelque chose qui se vend de quart d'heure en quart d'heure sur les marchés de gros. Donc quelqu'un, enfin, l'Empiris, achète votre électricité chaque quart d'heure pour vous. Et il y a des nouveaux modèles qui sont en train d'apparaître. Quels sont ces modèles? Ce sont des modèles, en fait, pour lesquels l'électricité que vous consommez ne passe plus au travers du marché de gros. Ça va? Et donc, elle ne passe plus non plus au travers de votre fournisseur. Vous connaissez tous un modèle de type Uber pour l'industrie électrique. Vous en connaissez un. Pensez à un modèle où vous fournissez quelque chose, vous fournissez de l'électricité, hein, sans passer par les marchés de gros. Qui sait répondre? Pas de réponse. Oui? Oui, donc un panneau photovoltaïque sur votre toit, c'est un modèle de type Uber pour l'électricité, en fait. Pourquoi? Parce que la partie autoconsommée ne passe pas dans les marchés de gros, et donc cette partie autoconsommée court-circuite en fait un peu le système électrique actuel, toute cette industrie-là. Ça va? Et donc voilà, c'est le panneau solaire, c'est ce qu'on appelle finalement un micro-réseau, donc une source d'électricité directement connectée à une charge. Et là, vous avez le compteur électrique avec le reste du système. Et il en existe plein, des modèles comme ça. J'en ai identifié 11 et je vais en discuter avec vous les 4 plus marrants qui sont liés à des batteries mobiles. Ça va? Le premier modèle, c'est le modèle où vous avez une voiture électrique et avec votre voiture électrique, ça va? Lisez bien le slide parce que je vais le cacher après hein, pour vous poser les questions. Donc, vous avez une on va être très très précis, hein, très très précis. Hein. Donc, vous avez une voiture électrique et avec votre voiture électrique, vous pouvez vous recharger en d'autres endroits que chez vous. Ça va? Donc ça va, vous pouvez vous recharger au boulot, vous pouvez vous recharger au supercharger Tesla du coin. Et je vous pose une question, donc je masque les réponses. En quoi ce modèle, qui est extrêmement anodin, hein, on peut dire c'est normal de ne pas toujours recharger chez soi, en quoi est-ce qu'il est terriblement déstructurant pour l'industrie électrique telle qu'on le connaît à l'heure actuelle? Qui peut répondre à ça? Oui, monsieur. Non, mais il y a un modèle. Supposez, mettez-vous dans un contexte, premier contexte, où vous ne voulez plus jamais payer une facture d'électricité à l'empirisme. Plus jamais. Jamais. Pas à cause de la partie l'empirisme, mais à cause de la partie distribution et coût de transport qui coûte trop cher, hein, pas la partie énergie. Donc vous voulez vous déconnecter complètement. En quoi est-ce qu'un modèle où avec une voiture électrique, vous pouvez aller vous recharger autre part que chez vous, vous êtes dans ce cas-là? Oui, c'est un élément de réponse. Un élément de réponse, mais vous remettez la charge sur le travail. Le vrai élément de réponse, celui qui fait le plus peur, c'est que la combinaison photovoltaïque, batterie, véhicule électrique qui peut aller charger à d'autres endroits, permet en fait de se déconnecter à très bas prix du réseau. Pourquoi? Bon, supposons que vous avez assez de mètres carrés de toit chez vous, vous installez beaucoup de photovoltaïque, vous mettrez des batteries domestiques. En été, typiquement, vous produisez beaucoup d'électricité avec le photovoltaïque. Vous utilisez cette électricité-là
pour recharger, cet excès pour recharger la voiture. Et en hiver, quand vous avez moins de soleil, comme vous avez quand même une très grande installation, vous pouvez avec votre PV et votre batterie vous affranchir du réseau, mais vous allez avec votre batterie, avec votre véhicule électrique recharger ailleurs. Donc en gros, le véhicule électrique joue en fait le rôle de solution pour gérer cette fluctuation intrasaisonnière du photovoltaïque, fluctuation intrasaisonnière qui vous empêche pour l'instant de vous déconnecter du réseau à bas prix. Si vous n'aviez pas cette fluctuation intrasaisonnière en Belgique, vous n'aviez pas, donc s'il faisait toujours bof au niveau du temps, vous pourriez vous déconnecter du réseau probablement à un prix en dessous de 200 € par mégawattheure, en y allant juste avec des PV et des batteries, alors que le tarif de fourniture maintenant est de 250. Donc il y aurait un business case directement. Mais grâce à cette voiture, mais vous ne l'avez pas à cause de cette fluctuation intrasaisonnière, mais vous pouvez le retrouver avec cette voiture. Il y a un autre truc, hein. Supposons qu'avec votre voiture, et donc là c'est pour les gars qui développent des apps, avec cette voiture, vous pouvez aller recharger à n'importe quel endroit du réseau. Ça va? Et je vous donne un autre élément d'information. Maintenant, quand vous avez du photovoltaïque ou quelqu'un a du photovoltaïque, on va prendre la législation évolue, de sorte que l'excédent d'électricité que vous allez renvoyer vers le réseau, vous allez être payé 30 € par mégawattheure. Et quand vous en consommez, 250 € par mégawattheure. Donc quand vous voyez ces chiffres-là, qu'est-ce que les développeurs d'app auraient envie de faire pour intégrer quelle app est-ce qu'ils auraient envie de faire pour mettre en contact en fait les propriétaires de véhicules électriques avec les gens qui produisent trop de photovoltaïque? Ben, c'est un peu ça dans cette direction-là. Vous pouvez très bien imaginer, très bien imaginer, construire une app, hein, où les gens qui ont trop d'électricité photovoltaïque diraient, voilà, moi entre midi et 3 heures de l'après-midi, j'ai trop d'énergie, hein, ça. Et les gens, en fait, qui rouleraient en voiture électrique diraient, ah moi je vais aller rechercher là, c'est près de l'endroit où je dois faire mes courses de toute façon, et ils me proposent une électricité moins chère que l'électricité que j'ai chez moi à 250 € par mégawattheure. Il me propose peut-être un prix de 150 et tout le monde est gagnant. Celui qui produit trop d'électricité photovoltaïque, bah, il touche 150 € au lieu de 40, et vous ne payez que 150 à la place de 250 € par mégawattheure d'énergie consommée. Ça? Donc ça, c'est juste en pensant, c'est des véhicules, et ça vous pouvez y aller, hein, je veux dire, avec ces business cases maintenant. Maintenant, imaginez que vous êtes dans un contexte de véhicule électrique où vous avez la possibilité de décharger de la batterie de votre véhicule électrique quelque part d'autre. Ce quelque part d'autre, on le contraint pour l'instant dans ce modèle-là à être chez vous. Ça va? Donc qu'est-ce que ça vous permet ça? Ben, ça vous permet même sans panneaux solaires, sans rien du tout, de vous déconnecter du réseau. Vous rentrez avec la voiture, vous l'avez rechargée au travail à la station du coin, vous déversez de l'électricité dans vos batteries domestiques, et voilà. Vous utilisez vos batteries domestiques pour avoir de l'électricité. Dans une Tesla, c'est 80 kWh de stockage. Une consommation domestique, ménage 4 personnes, c'est 10 kWh par jour. Donc c'est juste décharger 1/8 de la Tesla dans les batteries domestiques pour pouvoir vous déconnecter du réseau. Et il y a deux révolutions maintenant qui apparaissent dans le domaine du transport. Immense révolution, immense. La première, c'est les véhicules électriques. La seconde, c'est les véhicules autonomes. Ça avance à une vitesse phénoménale. Le véhicule autonome, même si vous oubliez d'aller vous recharger à la station Tesla du coin, il n'y en a pas assez d'électricité pour votre voiture, vous pourriez dire à votre voiture, maintenant tu pars à 10 h du soir et tu vas te recharger à la pompe du coin et tu me ramènes de l'électricité. Ça vous paraît un peu illusoire hein, dans des choses comme ça, mais vous pouvez même faire les calculs dans des choses comme ça en disant, bah, illusoire parce que par exemple, vous vous dites, oh, il y aurait beaucoup trop de pertes d'énergie, c'est vrai que la voiture doit aller jusqu'à la station. Non, si vous allez rechercher votre électricité, on va dire à 30 km, à l'éolienne du coin, hein, chez le fermier, là, vous la branchez directement votre voiture électrique sur l'éolienne, vous aurez quoi peut-être en perte d'énergie, une perte de moins de 10%, ce qui est comparable à la perte observée sur les réseaux électriques. Et donc ça c'est toujours un business model où vous contraignez
la voiture qui a cette fonctionnalité V2G, donc véhicule to grid, donc de décharger de l'électricité, vous la contraignez à décharger uniquement chez vous. Mais imaginez que vous soyez dans un contexte où elle peut même aller décharger où elle veut, ce qui régulatoirement est possible à l'heure actuelle. Vous pouvez très très bien imaginer que vos véhicules se substituent partiellement, ou pourquoi même pas complètement, à la grille électrique. Donc en gros, ce serait quoi? La nuit, hein, des véhicules électriques, ou même la journée, vont charger à un endroit, à la centrale nucléaire du coin, 50 000 chargeurs, et puis déversent leur électricité à un autre endroit. Et cette technologie-là, ces modèles qui vous paraissent peut-être un peu absurdes, vous allez dire Damien, c'est confirmé complètement taré, ils sont rendus possibles aussi avec les véhicules autonomes. Parce que les véhicules autonomes, vous n'allez pas avoir le même taux d'occupation, c'est fort probable, de la flotte, la nuit que pendant la journée. Donc vous pouvez très très bien imaginer que la nuit, ces véhicules-là circulent pour transporter en fait l'électricité d'un coin à l'autre du réseau. Ce qui ne serait pas idiot. Ce serait un nouveau mécanisme en fait de valorisation de cette flotte-là. Vous pouvez le faire en moins ambitieux technologiquement aussi et imaginer des business models où ce sont en fait des camions batteries qui viennent déverser de l'électricité chez vous dans vos batteries domestiques. Donc là, c'est un service qui arrive, une compagnie qui opère des camions batteries et qui vient vous livrer de l'électricité. Ça vous paraît absurde, mais ça ne l'est pas tellement. Pensez au modèle du camion mazout qui vient déverser chez vous du mazout dans d'autres citernes d'énergie. La seule différence, j'ai envie de dire, entre le mazout et les batteries, pour simplifier, c'est que la densité énergétique du mazout, c'est 10 kWh par litre. Une batterie lithium-ion, vous êtes à 0,2 kWh par litre. S'il y a un siècle, on avait des batteries lithium-ion, j'ai envie de dire même à 2 kWh par kilo, on n'aurait probablement jamais construit même de réseau électrique. On aurait directement été sur des business de batteries mobiles. Voilà. Et alors, ce dernier modèle, qui vous concerne un peu moins, je veux dire les start-upers branchés Information Technology, c'est le modèle du bateau qui va transporter en fait de l'électricité, le bateau batterie, qui va transporter de l'électricité sur de très longues distances. Donc un bateau qui par exemple irait se recharger à des éoliennes plantées en fait à l'est du Groenland ou des panneaux solaires dans le nord de l'Afrique. Croyez-moi ou pas, mais vu la difficulté de construire par exemple des immenses câbles pour importer de l'électricité renouvelable d'ailleurs, câbles dont on a besoin sans ce type de modèle-là, parce que la Belgique, il y a trop de monde, vous consommez trop, il n'y a pas assez de vent, il n'y a pas assez de soleil, on est obligé d'aller vers de l'importation. Et l'importation, en fait, aussi, c'est une manière de connecter les réseaux, c'est aussi une manière de gérer les fluctuations. Quand il fait nuit aux États-Unis, il fait jour en Europe. Donc, quand on voit la dynamique de construction de cette grille-là qui est extrêmement lente, vous décidez de mettre un nouveau câble maintenant, un projet un peu ambitieux, vous en avez pour entre 10 et 15 ans minimum, c'est probablement que ce modèle en fait, de batterie aux batteries est une des seules solutions, même si elle vous fait sourire, pour effectivement rencontrer en fait nos objectifs ambitieux en termes de réduction de CO2. Je vais m'arrêter là. À la fin de la présentation, j'ai fait un tweet pour chacun des modèles. Ce tweet dans lequel je commente chacun des modèles. C'est une super bonne suggestion quand vous voulez faire la conclusion en fait, d'un exposé. Parce que comme vous êtes limité avec 140 caractères, on ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir été exhaustif dans votre conclusion ou exhaustif dans votre critique de quelque chose. Voilà, merci pour votre attention.